C'est intéressant la réforme des retraites. Emmanuel Macron dit « Moi, président de la République, je vais faire une réforme des retraites ». En effet, je veux dire, c'est dans son programme. Et ensuite, il dit « J'ai été élu, je suis légitime pour la faire ». Mais quand il dit « Je vais faire une réforme des retraites », alors qu'il n'a aucun moyen de la faire sans majorité, il présuppose le fait qu'il aura une majorité. S'il n'en a pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il est obligé de forcer les institutions, de les tordre. La réforme des retraites, du point de vue procédural, c'est du grand n'importe quoi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, en ce moment, l'actualité est tournée vers l'international. Les négociations en Ukraine, les funérailles du pape au Vatican avec le conclave qui va arriver. D'ailleurs, je vais très vite vous proposer une interview à ce sujet dans les prochains jours. Mais il me semblait quand même important de parler de la situation politique actuelle en France. Cette impasse quand même qui se poursuit. Et dans ce temps très international, justement, j'ai profité de ce moment pour prendre un peu de hauteur et pour aller interroger Benjamin Morel. Vous le connaissez sans doute, il est constitutionnaliste. Et donc, on a ensemble décrypté un petit peu la situation politique actuelle et vers où elle pourrait nous mener, sur en tout cas la structure politique de notre Assemblée nationale, mais également du présidentialisme, du parlementarisme et de toutes ses composantes. Donc, je vous laisse apprécier cette vidéo, j'ai trouvé ça très riche. Merci encore à toi, Benjamin, de m'avoir accordé quelques minutes. Et n'hésitez pas en tout cas à laisser un commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, mais surtout à vous abonner. Merci en tout cas infiniment pour tous vos messages d'encouragement. Je prends beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos et à réaliser ces interviews. Donc, merci encore infiniment à vous. Alors, je crois qu'on a la conjugaison de deux grandes crises. La première crise, c'est une crise de l'espace public. La Révolution française, c'est pas d'abord des institutions. Les institutions, elles arrivent tard, elles arrivent en 1791, de toute façon, elles sont déjà dysfonctionnelles parce que le roi est en train de trahir, et on n'aura pas d'institution stable avant que Bonaparte mette un terme à la démocratie et qu'on rentre dans la période du consulat. La République ne s'implante vraiment qu'à partir de 1875, fondamentalement. La Révolution française, c'est d'abord un espace public qui s'ouvre. C'est d'abord 5000 journaux, c'est des clubs, c'est tout d'un coup une délibération collective qui devient extrêmement efficace. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un espace public extrêmement segmenté. Et cet espace public extrêmement segmenté, avec un taux de pénétration de la télévision, des journaux de plus en plus faible et une dominante de l'information par silo, fait que j'ai plus ne serait-ce qu'une base commune, c'est-à-dire que le journal de 20 heures de naguère, qui a continué à exister, mais qui n'est en règle générale plus regardé que par une partie minoritaire de la population et plutôt âgée, c'était un socle commun de connaissances. On pouvait être en désaccord sur qu'est-ce que ça voulait dire, sur le mouvement social, est-ce qu'il était bien ou est-ce qu'il n'était pas bien. Mais en revanche, on avait accès à la même base informationnelle sur laquelle ensuite nous pouvions débattre. Maintenant, c'est plus le cas. Je choisis mon circuit, je choisis mon réseau, et ce faisant, j'ai à la fois l'information qui m'intéresse et son interprétation fusionnée. On vit plus vraiment dans le même monde. Entre le monde du zémourien, du macroniste et du mélenchoniste, il n'y a pas de porosité, si ce n'est dans quelques débats qui vont être présentés comme étant complètement archétypaux. Et donc, la possibilité de construire du commun du point de vue de l'espace public est rompue. Et ça, c'est un vrai problème. Le deuxième élément, la politique, c'est quoi ? La politique, c'est comment est-ce qu'on peut agir sur le réel. L'État, d'ailleurs, il ne faut pas être statolâtre, l'État, c'est pas une fin en soi. L'État, c'est l'instrument que le peuple se donne pour agir sur son propre destin. Si je pense que la politique ne peut pas agir sur le réel, qu'au final, l'immigration, l'économie, tout ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas vraiment réguler, de même que la question des marchés, etc. Tout ça, ce sont des choses qui s'imposent à nous. La politique est une somme de contraintes qui fait que les choix politiques ne sont que marginaux et de gestion. Si je pense ça, j'ai trois attitudes rationnelles. Soit je considère que la politique ne sert à rien et je me réfugie sur mon petit nombril et je m'abstiens, parce que de toute façon, tout ça, autant s'en désintéresser. Ou bien je considère que je vais tenter d'agir sur mon réel, sur mon propre destin, mais à une échelle plus micro. Et l'État n'est là que pour arbitrer entre les échelles micro. Ça peut être la communauté, ça donne le communautarisme, je m'investis dans ma communauté et ensuite je vais demander des privilèges particuliers à l'État. Ça peut être le localisme, je m'investis dans ma localité, ensuite je vais demander des privilèges particuliers à l'État. Mais dans tous les cas, je me dessaisis du politique au niveau global pour uniquement le penser dans un cadre très restreint. La troisième voie, c'est de considérer que le problème, c'est que justement le politique ne peut plus agir. Et qu'en fait, c'est parce qu'un système contrôle ce politique. Et que là, un individu avec un peu de courage enverra un grand coup de pied dans la fourmilière, dira au juge « taisez-vous »
dira aux différentes contraintes, eh bien, je n'en ai rien à faire, et ça donne le populisme ou l'autoritarisme, ce qui arrive bien à mettre en avant un Trump, etc., ou même avant un Poutine, hein. C'est-à-dire qu'on comprend la popularité de Poutine que si on comprend que Poutine sort des années 90 avec un État qui a cessé de pouvoir à la période Eltsine. Et donc pour beaucoup de Russes, il y a le choix entre une absence d'État, une absence de politique, angoissante, parce que ça veut dire beaucoup de violence et ça veut dire une société livrée à elle-même, ou bien un leader maximo, un leader autocrate. Et à choisir, beaucoup de Russes ont considéré que mieux vaut le leader autocrate plutôt que l'anarchie. Et donc aujourd'hui on est un peu dans cette situation, la crise de l'action politique, la crise de l'agir politique, la crise des options politiques induisent profondément soit une dérive abstentionniste, soit une dérive autoritariste. On parle du présidentialisme aussi actuel. Quelle est ta vision sur l'avenir de ce présidentialisme-là? Est-ce que, selon toi, c'est efficace? Il est efficace dans la manière dont il exerce aujourd'hui le pouvoir? Alors, le présidentialisme, j'y reviens parce que je crois que c'est vraiment important de le comprendre, il n'est pas inscrit dans le texte constitutionnel. Le président de la Ve République, il a des pouvoirs d'exception, dissoudre l'Assemblée, on connaît bien cela. L'article 16, on met entre parenthèses les institutions parce qu'il y a la Wehrmacht sur les Champs-Élysées. Le feu nucléaire, on évite d'utiliser ça trop souvent. Mais sinon, le président de la Ve République a un pouvoir assez résiduel, y compris par rapport à des régimes passés. Prends la Troisième République. Qui est-ce qui dispose du pouvoir réglementaire? Le président de la République. Qui en dispose sous la Ve? Le Premier ministre. Qui propose des projets de loi sous la Troisième République? Le président de la République. Qui les propose sous la Ve? Le Premier ministre. Le domaine réservé. Qui est-ce qui dispose des forces armées sous la Troisième République? Le président. Sous la Ve, c'est le Premier ministre. Le domaine réservé, ça n'existe pas. C'est une invention de Jacques Chaban-Delmas au congrès de l'UNR en 1961. Les députés gaullistes crient parce qu'ils disent « l'Algérie française, nous, on était pour » et De Gaulle mène sa petite affaire dans son coin. Ils sont pas contents. Chaban leur dit « écoutez, très bien messieurs, c'est le domaine réservé du chef de l'État. » C'est de la com. Ça n'a rien à voir dans le texte. Donc on a un président qui, sur les affaires quotidiennes, est en fait fondamentalement impotent. Pourquoi est-ce qu'il est puissant? On y revient. Parce qu'il a une majorité. S'il n'en a plus, à ce moment-là, on change fondamentalement de système. Alors, tu vas me dire, oui, non, mais il est élu au suffrage universel direct, c'est important quand même. Il l'est également en Autriche, en Finlande, au Portugal. Il n'a pas plus de pouvoir qu'en France. Seulement derrière, il n'y a pas de majorité. Et donc le président autrichien qui arriverait en disant « Moi, président de la République, je ferai une réforme des retraites, une loi immigration ou une loi sur la cueillette des fraises », que diraient les Autrichiens? Ils diraient « Alors, t'as pas compris en fait. Soit tu es en train de nous dire que t'as rien compris au système politique, auquel cas si t'en es le garant, c'est un peu bizarre, soit tu es en train de nous expliquer que tu veux faire un coup d'État. Dans tous les cas, on va pas voter pour toi. » Et donc, dans ce cadre-là, on a une transformation profonde. Oui. C'est toi qui dois être président de la République, tu seras parfait. Allez, alors, vas-y, reprends sur l'Autriche. Alors, si en Autriche, il y a un candidat qui dit « Écoute, moi, je vais faire une loi sur l'immigration, une loi sur la réforme des retraites, une loi sur la cueillette des fraises », les Autrichiens vont lui dire « En fait, t'as rien compris. T'as rien compris parce qu'en fait, tu n'auras pas les moyens de faire ces lois. C'est un programme législatif que tu nous vends. Et donc, soit tu es en train de nous expliquer gentiment que tu n'as rien compris au système, or tu devrais en être le garant, que c'est un problème, soit tu es en train de nous expliquer que tu veux faire un coup d'État, ce qui est encore un plus gros problème. Bref, on ne va pas voter pour toi. » Quelle est la différence entre l'Autriche, la Finlande, la France? Tout bêtement que comme il y a des systèmes à la proportionnelle, les présidents derrière n'ont pas de majorité. Et comme ils n'ont pas de majorité, ils ne peuvent pas faire une campagne sur un programme législatif. Or, aujourd'hui, on a une forme de confusion qui n'est pas dans notre culture, encore une fois. Il faut arrêter la vieille culture bonapartiste, etc. Non, sous la 4e République, sous la 3e République, on ne cherchait pas un président puissant, c'était une forme d'antinomie. Et d'ailleurs, entre 58 et 69, la plupart des partis politiques pensent que De Gaulle est une parenthèse. Quand on envoie Mitterrand en 65, c'est parce que tout le reste de la gauche ne veut pas y aller et qu'on juge Mitterrand grillé. Mitterrand a compris qu'on avait changé de système, mais pas le PC et pas la SFIO d'alors. Donc en fait, il y a tout bêtement une situation politique qui là-dessus se transforme. Si j'ai un président qui n'a pas de majorité, j'ai un président en grande partie impotent, voire même complètement impotent. Et donc là, on sort nécessairement du présidentialisme. Le danger, à mon avis,
il est dans une forme de déni vis-à-vis de ça. C'est-à-dire si on continue à considérer que je vote pour un président qui propose un programme législatif et qui dit « moi, président de la République, je ferai par exemple une réforme des retraites » et que derrière, il n'a pas de majorité. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la situation 2022-2024. C'est intéressant la réforme des retraites. Emmanuel Macron dit « moi, président de la République, je vais faire une réforme des retraites ». En effet, je veux dire, c'est dans son programme. Et ensuite, il dit « j'ai été élu, je suis légitime pour la faire ». Mais quand il dit « je vais faire une réforme des retraites », alors qu'il n'a aucun moyen de la faire sans majorité, il présuppose le fait qu'il aura une majorité. S'il n'en a pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il est obligé de forcer les institutions, les tordre. La réforme des retraites, du point de vue procédural, c'est du grand n'importe quoi. Projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, le texte qui part à l'Assemblée n'est pas celui qui est envoyé au Sénat, le truc aurait pu être censuré d'un point de vue de la procédure, c'est une horreur. Mais c'est relativement cohérent, et c'est pas parce que ce serait la faute à Macron, c'est parce qu'en fait, je suis élu pour faire quelque chose, et j'en ai pas les moyens. Si on refait ça en 2027, qu'est-ce qui se passe ? J'élis un président, il n'a pas de majorité. Là, j'ai deux voies. Soit j'ai un président qui arrive et qui dit « Vous m'avez élu pour faire des réformes, mais en fait, je suis un président autrichien, donc je ne pourrai pas les faire, mais je vais nommer un gouvernement qui, lui, fera les réformes qui seront celles demandées par sa coalition. » Alors, si en 2027, on a un président qui n'a toujours pas de majorité, là, il y a deux possibilités. Soit il arrive et il dit « Écoutez, vous m'avez élu peut-être sur la base d'un programme, mais en fait, je n'en ai pas les moyens, j'ai pas de majorité, et donc, il va y avoir un gouvernement, on va former une majorité avec ce gouvernement, ce ne sera peut-être pas ma couleur politique, mais en tout cas, ce ne sera pas mon programme. Je suis un président autrichien ou portugais. » Soit il dit « J'ai été élu, je suis légitime, je vais réformer quand même. » Mais comme il n'a pas la majorité pour le faire, là, on est obligé de tordre les institutions, et de les tordre de plus en plus. Or, actuellement, le vrai danger par rapport à cette constitution, c'est que, comme on n'a pas les moyens de gouverner, et comme il y a quand même une volonté du président de continuer à gouverner, encore une fois, c'est pas la faute à Macron, hein, c'est vraiment quelque chose de plus structurel et de plus structurant. Ça serait la même chose avec un autre. On agit avec la Constitution comme des avocats fiscalistes. Tu vas voir ton avocat fiscaliste et tu lui dis « je veux payer moins d'impôts ». Il va te dire « on va voir le code des impôts et on va trouver les failles. Et en trouvant les failles, je vais vous faire payer moins d'impôts ». Là, c'est un peu ce que l'on fait depuis 2022. On a ouvert la Constitution et on trouve les failles. Mais quand on trouve les failles, le problème c'est que ça devient des brèches. Et que ces brèches ensuite, elles peuvent devenir fondamentalement dangereuses. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une majorité pour faire adopter un budget ? En théorie, oui. En fait, il y a une interprétation de l'article 47 de la Constitution qui peut te permettre de faire adopter ton budget sans ça. Est-ce que Michel Barnier, démissionnaire, pouvait faire passer le budget sur lequel il était renversé ? Il y a une interprétation qui permet de le faire. Michel Barnier aurait pu dire « Écoutez, ça fait 50 jours qu'on a débattu de ce budget, moi je suis encore démissionnaire, personne n'a été nommé à ma place, je vais l'appliquer par ordonnance. » Cette interprétation juridique, elle est discutable, discutée, mais pour l'instant il n'y a aucun juge pour dire « Non, ne le faites pas ». Le Conseil d'État s'est jamais déclaré compétent, pas plus que le Conseil constitutionnel. Donc en droit, c'est possible. Tu peux avoir un gouvernement renversé sur son budget qui fait quand même passer ce budget par voie d'ordonnance contre l'aval du Parlement. Voilà une faille. Même en cas de censure ? Même en cas de censure. Voilà une faille vers le libéralisme qui est très forte. Quand on ne nomme pas cet été, pendant 2 mois, un gouvernement, et qu'on laisse le gouvernement Attal expédier des affaires courantes, ce qu'il a fait sans déborder de ses prérogatives. Mais on s'est découvert une autre faille, c'est-à-dire que plus un gouvernement passe du temps à expédier les affaires courantes, plus des choses qui n'étaient pas urgentes durant 3 jours deviennent urgentes. Plus un gouvernement expédie les affaires courantes longtemps, plus en fait il conquiert les prérogatives d'un gouvernement de plein exercice. Sauf que comme il est déjà tombé, on ne peut pas le renverser. On ne fait pas tomber un gouvernement qui a déjà été renversé, parce qu'en fait, l'effet d'une motion de censure, c'est d'obliger le gouvernement à démissionner. Or là, il est déjà démissionnaire. Donc je suis élu président demain, j'ai pas de majorité. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord au Parlement, je nomme quelqu'un. Et je dis, écoutez, voilà, il est là. Vous pouvez toujours le renverser, mais il va rester pendant 5 ans. Vous voulez pas adopter son budget ? C'est pas très grave, on va le faire passer par voie d'ordonnance. On a mis fin au parlementarisme. Parce que, il faut bien gouverner. Je ne parle même pas de l'article 16, qui là-dessus permet un matin à un président de se lever, de se dire
je déclenche un état d'exception parce que je juge que les conditions sont réunies. De toute façon, personne ne peut m'empêcher de le faire. La Constitution de la Ve République, c'est une bombe. Elle n'est pas du tout protectrice des dérives illibérales et des dérives autoritaires. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé, parce qu'on avait des majorités, que ça tenait, et qu'on avait des présidents qui n'étaient pas fous. Le jour où on a un Trump, là, les failles, elles sont béantes. On a probablement, de toutes les constitutions occidentales, la plus vulnérable aux dérives illibérales. Ça peut être le fait d'un gouverneur populiste, d'un Trump, d'un fou. Ça peut également être le fait de quelque chose qui est simplement le sentiment de « il n'y a pas de majorité, ma bonne dame, il faut bien qu'on ait un budget, il faut bien gouverner ». Et là, ces dernières années, on a joué à ça. On a joué en fait à distordre la Constitution pour dire « il faut bien gouverner ». Et on arrive dans une situation quand même de plus en plus dystopique, et c'est là un vrai danger. À titre personnel, est-ce que toi, tu considères que cette Ve République, dans sa configuration actuelle, elle est arrivée véritablement à bout de souffle? Alors, tout dépend de ce que l'on entend par Ve République. Si on entend le texte en lui-même, le texte constitutionnel, la réponse est probablement non. Il offre des marges d'adaptation, et en tant que tel, il est la constitution d'un régime parlementaire, somme toute, assez classique d'un point de vue européen. En revanche, il y a la Ve République telle qu'on se la figure, un président tout-puissant, une présidence impériale, qui ne tient pas sur le texte. Il faut voir que le président de la Ve République n'est pas si fort d'un point de vue constitutionnel. Il est fort pourquoi ? Il est fort parce qu'il dispose d'une majorité derrière. Je suis élu président de la République, qu'est-ce qui se passe par la suite? On dit beaucoup, les Français veulent donner une majorité au président. En fait, c'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est un jeu de mobilisation différentielle. L'électorat de l'opposition à la suite d'une présidentielle est groggy et il s'abstient. Et avec un mode de scrutin majoritaire à 2 tours très sensible au différentiel de participation, eh bien, je conquiers une majorité. Qui tient l'Élysée tient le Palais Bourbon. On a un vrai régime parlementaire, donc le gouvernement est responsable devant le Parlement. Qui tient le Palais Bourbon tient Matignon. Si je tiens l'Élysée, je tiens tout. Ce modèle-là, il n'est pas inscrit dans le texte, il n'est pas non plus inscrit dans les étoiles. Le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, ça ne donne de majorité que quand il y a une bipolarisation de la vie politique. C'est le cas en 62, c'est pas le cas avant. Et donc dans ce cadre-là, si on n'a plus de majorité demain, ça veut dire que l'idée qu'on ait un président tout-puissant, c'est quelque chose qui est terminé, c'est quelque chose qui ne peut plus fonctionner. Or là, ce que nous dit actuellement la sociologie électorale, au moins à court terme, c'est qu'il n'y a plus de majorité absolue. Et donc en 2027, je peux élire un président de la République, s'il n'a pas de majorité derrière, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'élis un président, mais je n'élis pas un président en capacité de gouverner. Et là, on change fondamentalement de système, parce que ça veut dire qu'il faut construire des coalitions qui ne seront peut-être pas celles qui soutiendront le président, avec des options gouvernementales divergentes. Et ça, ça nous fait changer fondamentalement de régime, là où, entre guillemets, on peut se rassurer, c'est que ce régime parlementaire, c'est le régime de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suisse, de l'Espagne, du Portugal, en fait, de l'ensemble du continent européen, à part nous, et ça fonctionne pas si mal. Mais tu vois, tu touches un point qui est pour moi essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on a ces trois blocs qui sont irréconciliables aujourd'hui. Demain, même en cas de législative anticipée ou alors même de présidentielle en 2027, on risque d'avoir ces 3 blocs à nouveau. Et si on va vers un scrutin à la proportionnelle, on risque également d'avoir, encore une fois, ces 3 blocs. Donc en fait, il y a une sorte d'impasse dans la configuration actuelle de nos institutions. Alors, en effet, il y a une potentielle impasse, mais cette potentielle impasse, je dirais qu'on peut l'aménager par 2 voies de sortie. La première voie de sortie, c'est celle de parier sur le fait que le mode de scrutin majoritaire à 2 tours donnera encore potentiellement des majorités. Pourquoi ? Parce qu'en fait... Tu crois ça véritablement encore ? Alors, je crois que c'est possible, mais que ça peut être problématique. C'est-à-dire que lors d'une dissolution, non. En revanche, qu'est-ce qui se passe ? On l'évoquait un peu tout à l'heure, à la suite d'une élection présidentielle. J'ai un électorat de l'opposition qui est groggy, qui se démobilise. Les Français ne veulent pas donner une majorité au président de la République. Les Français ne choisissent pas non plus le moins pire. Prends Macron 2017. Prends les élections législatives qui suivent. Il y a 15% des inscrits qui votent pour un candidat LaREM-MoDem au premier tour. Uniquement 18% au second tour. En d'autres termes, il n'y a pas vraiment de conquête ailleurs que dans l'électorat de base macronien.
mais par un jeu de mobilisation différentielle, parce qu'en fait, la plupart des opposants qui ne voient pas leur candidat au second tour ont aquaponé ou cueillette de fraises, ça donne quand même une majorité absolue. Donc théoriquement, si jamais la bipolarisation n'existe pas, on peut malgré tout avoir, à travers ce jeu de mobilisation différentielle, des majorités ric-rac, mais potentiellement des majorités quand même. Mais elle se paye d'un truc, cette majorité. C'est qu'une grande partie de l'électorat n'est pas content, se démobilise et se réfugie dans l'abstention. Donc il y a une majorité ric-rac, mais 2 ans plus tard, il y a quoi ? Il y a des gilets jaunes. Et ça, c'est l'un des problèmes de la Ve République. La Ve République se structure contre la 4e et confond 2 choses, stabilité politique et stabilité parlementaire. Mais on ne peut pas replier la stabilité parlementaire sur la stabilité politique. Notre mode de scrutin actuellement, soit il ne donne pas du tout de majorité, soit s'il en donne, c'est au prix d'une abstention massive et donc d'une délégitimation du politique qui ressort sous ensuite des spasmes insurrectionnels. La deuxième voie... Donc ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même une forme d'impasse là. Si jamais on maintient le même mode de scrutin, j'en suis assez convaincu. Avec une proportionnelle, on se dispute entre politistes, parce que ça dépend comment est-ce qu'on définit la proportionnelle. Mais selon la manière dont on définit la proportionnelle, on estime qu'il y en a entre 50 et 80 formes. Donc en fait, tout dépend de la proportionnelle qu'on met en place. Le mode de scrutin le plus déraisonnablement pas représentatif que je connaisse, il est proportionnel et il est français, parce que nous, quand on fait la proportionnelle, on sait faire. On fait un mode de scrutin proportionnel à 2 tours, avec une prime majoritaire de 50%, c'est les municipales. Quand on a des collègues étrangers, qu'on leur explique ça, ils nous font « Ah ouais, vous faites vraiment ça ?» On dit « Oui, c'est français ». Ça permet d'obtenir des majorités pléthoriques, mais au prix d'un manque de représentativité. Aujourd'hui, le RN est pour la proportionnelle, mais avec une prime majoritaire de 25%. Ils font 25%, prime majoritaire de 25%, ils ont leur majorité absolue. S'ils font 30-35%, ils ont une majorité. Donc le passage à la proportionnelle ne signifie pas forcément l'absence de majorité. Tout dépend de la forme de proportionnelle. Si on a une proportionnelle raisonnable, c'est-à-dire pas avec une prime majoritaire de 50 ou 25%, si on a une forme de proportionnelle raisonnable, malgré tout, il y a un gros avantage sur notre mode de scrutin, c'est que ça fluidifie mon espace politique. Prends les socialistes actuellement. Les socialistes, on dit, soit ils sont très raisonnables parce qu'ils n'ont pas voté la censure contre le budget, soit ces gens-là ne sont pas raisonnables, ils ont voté la censure contre le budget. C'est pas une affaire de raison, c'est pas une affaire de morale, c'est pas non plus une affaire de culture politique. On n'aurait pas la culture du compromis, ça c'est des sottises. Il y a vraiment aucune étude qui parle d'une culture politique du compromis en Allemagne et pas en France, blabla. C'est là, on est dans du lieu commun. En fait, qu'est-ce qui a fait élire les députés socialistes ? Ce qui a fait élire les députés socialistes, c'est une configuration de premier tour qui les a mis en alliance avec le reste de la gauche, et notamment avec les insoumis. Dans le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, si tu changes d'alliance après tes élections, aux prochaines élections, tu te retrouves sur un siège éjectable. Parce que qu'est-ce qui va se passer si demain tu as un insoumis face à toi, alors que tu es un député socialiste ? Ton électorat de premier tour va être clivé. Et comme il va être clivé, tu as toutes les chances de ne pas passer le premier tour et de te faire battre. Et donc, tu es prisonnier de ta configuration d'alliance sur laquelle tu as été élu, et qui, si tu la remets en cause, causera ta perte. Le mode de scrutin proportionnel fluidifie la vie politique. En d'autres termes, si je suis le Parti socialiste et que actuellement je suis dans le cadre d'une proportionnelle, je peux changer de stratégie d'alliance. J'aurai toujours demain, quoi qu'il arrive, une liste insoumise face à moi, une liste écologiste face à moi, et mon électorat, s'il continue à voter pour moi, ça ne sera pas un effondrement politique, comme ce serait le cas avec le scrutin majoritaire. L'avantage du mode de scrutin proportionnel, c'est cette plus grande fluidité qui permet en fait de construire des alliances hors cadre. Quand tu as un modèle de bloc et un scrutin majoritaire, tu as non seulement des blocs qui n'ont chacun pas la majorité, mais en plus tu as des blocs qui ne peuvent pas sortir de leur configuration d'alliance, d'où la crise et l'ingouvernabilité, ce qui permet d'éviter en grande partie la proportionnelle. Donc pour toi, en tout cas, la proportionnelle sous une certaine configuration permettrait de voir quelque part une sortie de crise. Ça permettrait en tout cas de faciliter les choses. Après, il ne faut pas non plus prêter à un mode de scrutin des vertus magiques. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle le mode de scrutin majoritaire à 2 tours serait un mode de scrutin qui forme des majorités est une idée historiquement fausse. L'idée que la proportionnelle, ce serait l'instabilité qui se mettrait à pleuvoir des grenouilles alors que c'est le mode de scrutin de l'ensemble de l'Europe, sauf nous et la Grande-Bretagne, est une idée idiote. Donc faire dire que la proportionnelle est la mère de tous les maux est stupide. Dire également que c'est une baguette magique qui permettra de solutionner la crise politique,
c'est également une erreur. C'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure la tripolarisation. Cette tripolarisation, elle n'est pas franco-française. On la trouve également en Allemagne aujourd'hui. On la trouve également, on est en train de la voir, alors qu'on ne pensait pas que ça puisse exister en Grande-Bretagne. Et pourquoi ça marche alors? Pourquoi ça marche chez eux? Alors en Allemagne, ça fonctionne et en même temps, il y a des points de fragilité. Parce qu'en fait, lorsque tu as deux grands pôles, un pôle droite de la droite, extrême droite, droite populiste, et un pôle qui va être un pôle gauche, plus radical que naguère, et un pôle centre. Il y a deux voies. La première voie, on se souvient de 56, et ensuite 58, c'est d'intégrer ces formations dans le jeu des alliances. Typiquement, modèle italien. Il y a Meloni qui rentre dans le jeu d'alliance avec le reste de la droite, et tout d'un coup, il y a un pôle de droite qui inclut l'extrême droite, et des pôles gauche qui incluent l'extrême gauche. Il y a quelques années, beaucoup de partis politiques se sont dit, si on fait alliance avec ces formations-là, ou si jamais on décide de reprendre leur thématique, on peut les étouffer. Finalement, ça n'a pas vraiment marché. Meloni a dévoré Forza Italia. Si on prend par exemple l'Autriche, où pendant des années on a dit Sebastian Kurz et l'OVP ont réussi à imposer le retour de la droite face à l'extrême droite du FPE. Aujourd'hui, le VP s'est effondré et le FPE domine cet espace politique. Donc faire entrer ces partis dans des configurations d'alliance en repolarisant la vie politique, droite-gauche, mais en les intégrant, in fine, pour l'instant, se fait plutôt à leur profit. La deuxième voie, qui est la voie plutôt allemande jusqu'à présent, c'est celle des grandes coalitions. On fait des alliances au centre. CDU, CSU, SPD. Le problème de ce modèle-là, c'est que quelle est l'alternative à une coalition des centres? L'alternative à la CDU-CSU, c'est plus vraiment le SPD. L'alternative au SBD, c'est plus vraiment la CDU-CSU. L'alternative, ça devient l'AfD et ça devient des Linke. Et donc à partir de là, l'alliance des centres, in fine, fait que l'alternance et l'alternative deviennent les extrêmes et que mes partis centristes, peu à peu, se réduisent. Donc pour l'instant, dans une crise politique qui est structurelle à l'ensemble du monde occidental, personne n'a trouvé la baguette magique. J'aimerais dire que la réforme institutionnelle permettra de tout changer. La proportionnelle peut aider, ça fluidifie, mais ce n'est qu'un instrument qui aide, qui fluidifie. Aujourd'hui, des États-Unis à la Pologne, du Portugal à la Finlande, il n'y a personne qui va bien. Donc c'est pas la faute à la cinquième, avec toutes les critiques qu'on peut lui porter. C'est pas d'abord la faute du mode de scrutin, c'est des facteurs aggravants, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Bon, vraisemblablement, en tout cas, t'es pas optimiste sur la situation, parce que c'est vrai que, encore une fois, on va pas véritablement vers l'apaisement quand on voit la situation des différents réseaux sociaux, quand on voit l'utilisation que les gens en font, parce que c'est ça aussi peut-être le dénominateur commun un peu de ces crises successives, c'est finalement ce que tu disais, une forme de communautarisme politique, on se réfugie dans nos croyances et on n'accepte plus le débat et de s'ouvrir même à d'autres sujets. Alors, je suis évidemment d'instinct assez pessimiste, c'est-à-dire que par définition, je vois souvent plus les murs que les failles dans les murs, mais malgré tout, je dirais qu'il y a quand même un peu d'espoir. Quand on prend les enquêtes d'opinion, on voit que le peuple n'est pas dingue. C'est-à-dire que les options les plus polarisées, les options les plus dingues, quand on prend les enquêtes, en fait, les Français ne sont pas sur des alternatives qui seraient des alternatives radicales, extrêmes, explosion. Surtout sur la présidentielle. Alors, idem sur la présidentielle, mais d'une certaine façon, pour l'instant en tout cas, et c'est une différence avec les États-Unis, on a beaucoup parlé de l'affaire Le Pen. Marine Le Pen, pour arriver au pouvoir, dans l'espoir d'arriver au pouvoir, est obligée de donner des gages de modération. Elle n'est crédible pour entrer à l'Élysée que parce que, justement, elle donne des gages de présidentialité, de modération, qu'elle est en capacité de représenter une gouvernante qui serait rassurante. Jean-Luc Mélenchon est toujours sur une stratégie de radicalisation 4 ans et demi avant une élection présidentielle, pendant 4 ans et demi avant une présidentielle. Mais les 6 derniers mois,
dans toutes ces campagnes, il y a toujours un switch, qui est un switch de modération. Il faut très rapidement se républicaniser, parce qu'après avoir mobilisé à mort l'électorat, il s'agit de l'élargir. Un invité surprise. Voilà, c'est ça. Sachez que je l'ai présenté pour devenir Premier ministre. On avait proposé sa candidature au mois de septembre. Donc Emmanuel Macron, si vous nous entendez, sachez que voilà, il est candidat et que ça fera un excellent Premier ministre, incensurable par Marine Le Pen. Chez Jean-Luc Mélenchon, 6 mois avant une élection présidentielle, il y a toujours la nécessité d'élargir la base électorale. En gros, il faut la chauffer à blanc pendant 4 ans et demi, histoire que cette base électorale elle soit mobilisée et présente dans les enquêtes d'opinion, mais in fine, pour espérer passer le premier tour, eh bien, à la fin, il faut élargir, il faut ouvrir. Ça montre que, d'une certaine façon, ce qu'on peut qualifier de parti populiste ou d'extrémiste ou ce que l'on veut, mais est contraint malgré tout de donner des gages en termes de respectabilité, de gouvernabilité, de raison pour espérer accéder au pouvoir. Donc, je crois que là-dessus, on a quand même une situation qui est assez différente, par exemple, de celle des États-Unis, où là, au contraire, au vu de la décrépitude de la vie politique américaine, c'est au contraire les gages de radicalité, de dinguerie qui vous font élire à la Maison-Blanche. Donc, je suis moins pessimiste sur notre vie politique et sur les vies politiques européennes de manière générale que sur la vie politique américaine. Je crois qu'il y a d'autres voies et que d'une certaine façon, les populistes qui ont un vrai sens politique ont bien compris que derrière, il fallait quand même se modérer, comme l'a fait Meloni en Italie, pour tenter de parvenir à exercer un jour le pouvoir. Dernière question. On va tous mourir. J'espère pas. En tout cas, pas tout de suite. Un jour, oui, mais tout de suite. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, qui connaît de façon chirurgicale ces brèches, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour retrouver justement, en tout cas, une république apaisée sur le plan législatif et au niveau du Parlement? Alors, il y a le volet action publique, espace public, sur lequel je ne reviens pas, mais qui est profond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas une seule démocratie occidentale qui va bien. Les meilleures institutions ne nous sauveront pas d'une crise beaucoup plus large qui touche aujourd'hui des pays très différents quant à leur fondement constitutionnel. Du point de vue institutionnel, le problème est un problème de modification juridique. Réformer la Constitution, c'est très complexe, c'est très difficile, tout bêtement parce qu'il faut une majorité à l'Assemblée, une majorité au Sénat, les 3/5 ensuite au Congrès ou un référendum. Actuellement, on n'y est pas. On a identifié, c'est tout le paradoxe ces dernières années, des brèches qui sont des brèches vraiment très problématiques. J'avais été auditionné par une mission d'information récemment et j'ai beaucoup aimé le terme de la rapporteure qui disait, en matière notamment de gouvernement démissionnaire, ce qu'on évoquait, notre rôle, à nous députés là, c'est de mettre des sacs de sable maintenant qu'on a vu les failles. Le problème des sacs de sable, c'est que pour l'instant, ils sont théoriques, ils sont dans les rapports. Mais en revanche, pour modifier le texte, à ce stade, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que, à court terme en tout cas, il faut agir sur des leviers qui sont des leviers beaucoup plus faciles à réformer. Et là, on revient à la question du mode de scrutin. Pourquoi pour moi le mode de scrutin est une priorité, même s'il ne règle pas tout, encore une fois, c'est parce que ça passe d'abord par une loi ordinaire. Et comme ça passe par une loi ordinaire, c'est modifiable relativement facilement, il n'y a pas besoin de modifier la Constitution. De Gaulle était beaucoup plus pragmatique qu'on le disait sur le mode de scrutin, il est pour la proportionnelle en 44, et il est pour le scrutin majoritaire à 2 tours en 58. Il a compris que le mode de scrutin, c'était pas une fin en soi, c'était un instrument. Et comme il sait que c'est un instrument, il ne le met pas dans la Constitution, il le met dans une loi ordinaire pour qu'on puisse modifier l'instrument s'il y a ingouvernabilité. Et donc là, en la matière, changer de mode de scrutin, trouver une proportionnelle fonctionnelle qui permette de construire des majorités, de fluidifier le système politique et d'éviter de se retrouver dans une situation d'ingouvernabilité qui nous pousserait soit vers la crise et la chute du régime, soit vers l'illibéralisme, je pense qu'à court terme, c'est sincèrement ce que l'on peut faire de mieux. Mais encore une fois, il y a entre 50 et 80 formes de proportionnelles. Si on choisit la mauvaise, ça peut au contraire aggraver la situation. La dose de proportionnelle, par exemple, c'est une idée qui n'arrête pas de tourner, ça ne marche pas, on le sait très très bien. Donc à partir de là, il va falloir réfléchir intelligemment à ce sujet-là. Le problème en la matière, c'est qu'il y a 577 députés, il y a des partis politiques qui se disputent cet espace de 577 députés, et donc c'est un jeu à somme nulle.
La proportionnelle qui arrange un camp politique n'est pas celle qui arrange l'autre camp politique. Chacun voit les 50 à 80 formes de proportionnelle à l'aune de ses propres intérêts. Faire valoir un intérêt général de gouvernabilité sur un sujet aussi sensible entre les partis, ça va être tout l'enjeu et tous les débats de ces prochaines semaines. Mais c'est un vrai débat essentiel si on veut éviter demain une situation de crise beaucoup plus structurelle et peut-être beaucoup plus grave.